Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'ouvrir cette journée consacrée à la modernisation du contrôle aérien dans un contexte aussi exigeant et enthousiasmant. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore le plaisir et la chance de me connaître, oui, je suis. Je suis Valérie Nins, docteure en psychologie et en ergonomie cognitive et responsable du centre de services facteurs humains et user experience dédié à l'ATC ATM au sein de Human Design Group. Avec moi aujourd'hui, de nombreux collègues que vous allez croiser tout au long de la journée. Donc, il y a Chiara Nistico, qui maîtrise, à l'instar de Deep Blue, l'ensemble des process César. Gaspard Anquet, Gaspard, c'est notre magicien qui est capable de transformer un outil rébarbatif en une interface utilisable et désirable. Mélissa Awash, qui maîtrise à la fois le côté bord et maintenant le côté sol. Madison Diamond, Madison, notre diamant brut, qui, elle, est l'experte des protocoles et des rapports expérimentaux dans la langue de Shakespeare. Alors du coup, tout au long de la journée, vous aurez aussi l'occasion de croiser d'autres collègues. Daniel Lefkovitch, Gilles Devreux, Gilles, qui doit être dans sa salle de démo, Anne-Claire Collet, Anne-Claire aussi en salle de démo. Ah non, là-bas, Anne-Claire là-bas au fond, Emma Chabani et Sylvie Guibert. Mais je vous les présenterai plus en détail le moment venu. 3 personnes clés également dans l'organisation et l'animation de cette journée. Imen Lawifi, que vous avez dû croiser à l'entrée, qui vous a remis les sacs et les badges. Et alors également Arnaud Merle et Vincent Nunes, qui ont participé et qui continuent à participer à l'animation de cette journée. D'ailleurs, une chaîne WhatsApp a été créée à l'occasion, donc je vous invite, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, à nous rejoindre. Il n'y aura pas de message intempestif. On est 3, je crois, à pouvoir publier sur le site, enfin sur le groupe. Et moi, je serai trop occupée pour vous mettre des petits messages. Ok, parmi nous également Stanislas Boyer, Stan, ah, voilà là-bas au fond, qui est responsable du centre de service Cockpit and Services. Laurent Joblet, directeur de la branche Aéro. Et son acolyte Guillaume Calvet, responsable de la branche R&D. Et the last but not the least, Michel Baudard, notre directrice générale, sans qui aucun moyen logistique n'aurait pu être déployé aujourd'hui. Bon, avant toute chose, un petit mot sur l'actualité quand même. Nous sommes le 18 septembre, une date que certains auraient peut-être préféré passer sur un piquet de grève que dans une salle de conférence. Donc je tenais d'abord à vous dire bravo, à tous d'avoir bravé le chaos, les transports compliqués et parfois même vos propres doutes à être présents aujourd'hui. On commence déjà avec une belle démonstration de résilience opérationnelle. Comme vous pourrez le voir, la journée a dû être un petit peu adaptée, voire même modifiée pour faire face aux aléas finalement d'un jour de semaine en mois de septembre en France. Pour autant, vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir répondu présent à cette journée, volontairement différente, et je vous remercie déjà à tous d'être là. Merci également aux intervenants qui se sont prêtés au jeu, de prendre la parole, de présenter leurs projets, leurs doutes parfois et leurs intuitions. Alors cette journée, elle est née d'un constat simple, moderniser le contrôle aérien, c'est pas seulement une affaire de technologie ou de process. C'est avant tout une affaire d'humain, de collectif de travail et de contraintes réelles. Ça fait maintenant un peu plus de 10 ans, mais moins de 20 ans quand même, que j'ai le plaisir de collaborer avec un certain nombre d'entre vous, d'allant de la tour de contrôle au centre en route, en passant par la TFCM. Durant ces différents projets, il a fallu comprendre le métier, parfois concevoir des interfaces et toujours accompagner le changement. Et à chaque fois, les mêmes questions reviennent du terrain. Comment moderniser alors que le trafic augmente, que les ressources humaines se tendent et que les marges de manœuvre se réduisent? Comment penser la technique
avec l'humain et non à côté. Comment accompagner les transformations et pas seulement les gérer? C'est parce que ces questions sont systémiques que nous avons voulu organiser une journée transversale, multi-acteurs, orientée retour d'expérience et perspectives concrètes. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de créer un espace où les expertises techniques, opérationnelles et humaines se rencontrent. Un espace où on peut confronter les points de vue, sans langue de bois, et où on partage les pratiques et les retours d'expérience. C'est une journée pour faire circuler les idées, confronter les points de vue et sortir un peu du cloisonnement. Alors juste quelques repères pratiques sur cette journée. Les tables rondes durent 55 minutes, les ateliers 60, et on va être un peu exigeant sur la gestion du temps justement pour que chacun puisse avoir la parole. À chaque table ronde, il y aura un espace effectivement pour que vous puissiez poser vos questions, faire part de vos retours d'expérience. Donc n'hésitez pas puisque c'est vous aussi qui construisez le débat. Alors, pour poser les bases de cet échange, notre keynote speaker d'aujourd'hui est ingénieur en informatique de formation. Il est tombé dans le contrôle presque par hasard en l'an 2000. Et après 7 ans et demi passés chez Skyguide et autant d'années à la DFS, où il a mêlé expertise technique et mission commerciale, peut-être que certains le connaissent déjà. Il a notamment participé à l'organisation des démonstrations et d'évaluation de CISAT à Lyon. Il a poursuivi son parcours dans l'industrie chez Atrix avec des projets au Moyen-Orient. En 2018, il fonde Fox ATM, un cabinet de conseil et d'intelligence marché spécialisé dans l'ATM. Et depuis janvier 2025, il est également éditeur du magazine Global Airspace Radar, que vous avez tous dans votre tote bag. Pilote privé IFR, il a posé le pied à peu près dans tous les continents sauf l'Antarctique. Il a traversé les États-Unis d'est en ouest et il en est revenu en Cessna 150. Je vous donne un peu le topo. Donc c'est avec un regard unique, nourri à la fois par la technique, l'industrie, le conseil et la passion du vol, que nous avons la chance de l'écouter aujourd'hui. Je vous remercie d'accueillir chaleureusement Vincent Lambercy. Merci Valérie. Bonjour à tous. Puisque vous avez eu une petite introduction donnée par Valérie, j'aimerais savoir un tout petit peu qui on a dans la salle et j'ai quelques questions pour vous pour commencer. Il s'agit simplement de lever la main. On va commencer par quelque chose de facile. Levez la main si vous êtes contrôleur aérien ou si vous avez été contrôleur aérien. Ok, pas mal. Levez la main si vous êtes ATSEP ou IESSA, comme on dit en France, ou si vous avez été ATSEP, ou si vous avez écrit du code qui est en service dans un système opérationnel. Ok, bien. Ah, Lionel, félicitations. Maintenant, quelque chose d'un peu différent. Levez la main si vous avez votre brevet de pilote. Actif ou inactif. Ah, waouh, quand même. Et finalement, quelque chose qui reviendra un tout petit peu plus tard dans la présentation. Levez la main si vous êtes joueur d'échecs. Quelques-uns aussi. Et pour donner une chance à tout le monde, levez la main si vous n'avez pas encore levé la main. Ok, parfait. Avant de continuer et d'entamer la présentation, je ne suis pas venu les mains vides. J'ai 2 Toblerone taille géante que vous avez une chance de pouvoir gagner et repartir avec à la fin. Donc soyez attentifs. Puisqu'on va parler en partie d'intelligence artificielle, toutes les illustrations de cette présentation ont été générées par de l'IA. Et évidemment, elles ont des biais. Et vous allez voir qu'il y a 2 biais d'IA qui reviennent très très régulièrement dans les slides. Et si vous arrivez à la fin à nommer un des 2 biais en question, vous repartez avec un Toblerone. Allons-y. Première question, pourquoi moderniser? Il y a évidemment beaucoup de facteurs qui poussent dans cette direction-là. Le premier étant l'augmentation du trafic, qui se manifeste de 2 manières différentes. Eurocontrol nous annonce régulièrement plus 3% de trafic par an. C'est à peu près ce qu'observe la DFS de son côté. Mais ça, c'est vraiment en moyenne annuelle. Sur des périodes spécifiques, vacances,
un jour férié, etc., vous pouvez avoir des fluctuations qui sont beaucoup plus fortes. La DFS fait 3% d'augmentation de trafic par an. Certains secteurs du centre de Karlsruhe font plus 40% cette année. Donc il y a vraiment non seulement une augmentation du trafic, mais aussi de la fluctuation. Ce n'est pas valable partout. Si vous regardez par exemple Fintraffic en Finlande est à moins 30% par rapport à l'avant Covid, simplement à cause de toutes les compagnies qui n'ont pas le droit de voler en Russie. Si vous regardez le trafic sur la Turquie, il a complètement explosé. La Tunisie a eu quelques semaines délicates au moment du conflit en Israël. Et tous ces acteurs du contrôle aérien ont dû gérer ces différentes choses. Si vous regardez les États-Unis, ils ont d'autres problèmes de modernisation qui sont différents, qui viennent du fait de l'obsolescence chez eux. Mais ça, c'est encore un sujet différent. Deuxième raison qui pousse à la modernisation, tous les aspects de durabilité. Évidemment, on veut faire du free route, on veut faire des descentes continues, qui sont tous des outils et des procédures qui demandent des nouveaux outils pour les contrôleurs. Vous ne pouvez pas demander à un contrôleur simplement de passer d'un système avec un réseau à un système free route où les conflits peuvent apparaître n'importe où, n'importe quand, sans fournir les outils de support adéquats. Même chose pour les approches en descente continue. Les contrôleurs d'approche parmi vous le savent très bien, vous avez besoin d'outils spécifiques pour permettre de réaliser ces procédures. Troisième aspect, forcément les nouveaux entrants. Drones, taxis aériens, plateformes stratosphériques qui sont en l'air pendant 24, 48, 72 heures, à des altitudes en dessus du trafic habituel, mais qui ont besoin de le traverser, plus tous les lancements spatiaux qui deviennent de plus en plus fréquents et qui doivent être gérés également. Quand les drones ont commencé à arriver, personnellement, je me suis dit, qu'est-ce qu'un contrôleur en CRNA peut être intéressé à un drone? Les taxis aériens, c'est un tout petit peu différent, puisque finalement, ça vole en altitude beaucoup plus basse, ça peut toucher une approche, ça peut toucher une tour. Et un des rares cas d'usage du taxi aérien où il y a effectivement un peu de finance derrière, c'est les transferts entre les aéroports et les centres-villes. Et là, ça devient du coup beaucoup plus impactant pour les contrôleurs. Une autre raison de moderniser, c'est effectivement ce dont Valérie parlait dans son introduction, l'attention sur les ressources humaines. Moi, j'ai commencé dans le contrôle aérien en 2000. Tout ce qui touchait à l'aviation était extrêmement attractif, était extrêmement intéressant, fascinant. On trouvait des candidats sans problème. Et régulièrement, ces candidats-là passaient leur carrière entière dans un ANSP. Actuellement, vous avez de plus en plus de gens qui font une partie de leur carrière uniquement dans un ANSP, présent. Vous avez des gens qui sont contrôleurs pendant un certain temps et qui ensuite décident de faire d'autres choses. Et ça devient difficile d'attirer de nouveaux talents, surtout qu'on est dans un monde post-Covid où les gens sont habitués au télétravail, qui n'est évidemment pas possible pour les opérationnels et même les personnels techniques. Sans parler du fait qu'à présent, l'aviation est vue comme un vilain pollueur qui transforme du kérosène en pollution. Et du coup, attirer des nouveaux talents devient de plus en plus compliqué. Évidemment, on a quelques petits problèmes d'obsolescence. Je vous promets que cette image est générée par l'IA. Ça devient difficile d'attirer des nouveaux développeurs, des nouveaux ingénieurs, quand on leur dit que les technologies qu'on utilise, pour les techniciens parmi vous, c'est C++, Qt, Corba, alors que c'est des gens qui sortent de l'université, qui ont envie d'entendre parler de Node.js, React et de technologies dans le cloud, etc. Et ça devient de plus en plus un problème. Et un autre aspect qui est de plus en plus délicat sont les temps de réaction et les cycles de déploiement. Ça arrive que du code qu'on écrit aujourd'hui entre en opération dans 2, 3, 5 ans. À l'extrême opposé du spectre, et c'est quelque chose qui peut être très attractif pour de nouveaux talents, vous allez chez Amazon et ils vous disent qu'ils font 1000 releases sur leur site par jour. Ça peut être une petite chose, ça peut être changer la couleur d'un bouton, ça peut être changer un tout petit processus seulement pour certains clients,
mais ça donne une idée du rythme. Vous travaillez sur un projet, vous changez un produit, c'est en opération le lendemain. Dans le contrôle aérien, évidemment, pour de bonnes raisons, les cycles sont un peu plus lents, mais parfois ils sont exagérément longs. Bien. À présent, j'aimerais plonger un tout petit peu dans un des aspects de modernisation qui est l'utilisation de l'IA. Et je vous avais demandé en introduction qui est joueur d'échecs parmi vous. Est-ce que vous pensez pouvoir encore gagner contre une IA? Ça arrive encore, c'est vrai, mais c'est extrêmement anecdotique. L'intelligence artificielle joue aux échecs et a, entre guillemets, résolu le problème des échecs au niveau humain. Alors oui, des humains vont encore gagner face à des IA de temps en temps, par exception, etc. Mais en principe, c'est un problème qui est réglé. Vous avez peut-être vu, il y a quelques années, le LFV et IBM ont travaillé ensemble à construire une IA qui donnait des clearances pour garder du trafic séparé. Et c'est la même chose, c'est un problème qui est réglé. Je sais que les contrôleurs dans la salle vont pas aimer entendre ça, mais si on réduit le contrôle aérien au fait de garder du trafic séparé en donnant les clearances qui vont bien, c'est fait. Jamais vous serez aussi bon, voire meilleur que cette IA-là. Sachant que donner uniquement des clearances, c'est faire du contrôle aérien en bouteille. Vous enlevez tous les aspects de communication, vous enlevez tous les aspects de coordination avec les secteurs voisins, de coordination avec votre coordinateur. Donc, ce n'est pas demain qu'on verra une IA remplacer complètement un contrôleur aérien. Ça, c'est bien clair. Ne serait-ce que par les aspects de communication. Les gens d'entre vous qui travaillent en centre ont l'habitude de travailler avec un coordinateur. Et il n'y a rien de pire qu'un coordinateur qui vous parle au moment où vous ne voulez pas. Et tant que l'IA ne sera pas capable d'avoir cette finesse-là et de sentir à quel moment elle peut donner une alerte, ça sera très très difficile d'obtenir une acceptance de la part des contrôleurs. De nouveau, une alerte donnée trop tôt n'est pas vraiment intéressante, une alerte donnée trop tard n'est pas intéressante non plus. Et dans la manière de communiquer, il faudra que l'IA soit capable, si elle arrive à ce stade-là, d'interagir comme un humain. Il ne s'agit pas uniquement de trouver tous les problèmes, il s'agit de les communiquer de manière correcte. En termes de communication avec les pilotes et les centres adjacents, c'est la même chose. On a du CPDLC, on a de l'OLDI, mais ça couvre une toute petite partie des cas. Et je vois mal une IA répondre à un appel téléphonique où le collègue dit le Luft sur Vevar, je peux te le mettre à 5000. D'ici à ce qu'une IA comprenne cette phraséologie-là, à ce rythme-là, il y a encore du travail. La question suivante, c'est si on avait cette IA-là, qui serait intéressé à travailler avec? Vous imaginez ça, vous êtes contrôleur dans votre tour ou dans votre centre. Vous avez une IA qui fait tout le travail pour vous, qui fait toutes vos séparations, qui fait tous vos changements de fréquence, et vous êtes uniquement là pour surveiller et éventuellement pour intervenir si l'IA vous dit « Ah, là j'ai un conflit, je ne sais pas faire ». Ça pose énormément de questions en termes de facteurs humains, qui est un des thèmes de la journée. D'abord, ça serait un job qui serait extrêmement ennuyeux. Et ça pose des questions de maintien de compétences. Comment est-ce qu'un contrôleur peut rester actif et peut garder des compétences suffisantes s'il doit résoudre 3 conflits par semaine? Sans parler de la formation et de l'acquisition de ces compétences. Deuxième cas qui serait critique, si vous avez un centre entièrement géré par une IA et que votre IA tombe en panne, tout d'un coup, vos contrôleurs doivent reprendre la main sur l'ensemble du trafic. Sans avoir un travail récent avec beaucoup de charges, et tout d'un coup passer de 0 à trafic absolu en devant reprendre le situational awareness, ça paraît humainement difficile. Sans parler du fait que des technologies qui tombent en panne, on en connaît. Vous pouvez perdre un radar, vous pouvez perdre un système de stripping, mais la responsabilité reste toujours avec le contrôleur. Le contrôleur a fait ses décisions, le contrôleur connaît la situation. Si on a un système d'IA où les contrôleurs sont uniquement là pour superviser et reprendre la main dans le pire des cas, ça paraît extrêmement difficile. Sans parler du fait que si les contrôleurs sont présents pour être là au cas où l'IA tombe en panne, en termes financiers, ça n'a aucun intérêt, puisque vous devez quand même avoir vos contrôleurs présents.
Évidemment, à partir du moment où la responsabilité des séparations est transférée du contrôleur à l'IA, arrive la question de la responsabilité. Et c'est en ça que l'IA est différent de toutes les autres technologies. Si vous regardez l'introduction du transpondeur modeste, et des technologies comme ça, ou le stripping électronique, vous donnez des outils supplémentaires au contrôleur qui restent au centre, qui reste la personne qui décide. La question de la responsabilité arrive à partir du moment où vous transférez la décision, où c'est l'IA qui décide quelle séparation vous devez faire, vous arrivez à des soucis. Typiquement, imaginez un centre semi-automatisé, l'IA vous dit il y a un conflit entre ces deux avions-là, tu peux le résoudre en donnant telle clearance. Le contrôleur décide de suivre et on arrive à un conflit parce que cette clearance n'était pas la bonne. Qui est responsable? Le contrôleur? L'IA? Comment est-ce que l'IA peut être responsable en termes légaux puisque ce n'est pas une personne physique? Est-ce que c'est le développeur? Est-ce que c'est la société qui l'a créé? Ça ouvre énormément de possibilités. Et la même chose, si vous avez simplement une IA de surveillance qui notifie lorsque les conflits arrivent, qu'est-ce qui se passe si elle en loupe un? Le contrôleur a tellement l'habitude et s'est tellement reposé dans un scénario comme ça sur une IA qui lui signale tous les conflits, qu'il perd un tout petit peu de sa finesse et il ne réalise pas qu'un conflit arrive. L'IA ne le signale pas. L'humain pourrait très bien dire non, mais l'IA n'a pas montré de conflit, donc il n'y en avait pas. Donc évidemment, quelques questions de responsabilité ici. Sans parler des aspects de certification, qui sont évidemment délicats pour des IA utilisées en mode opérationnel. Ici, 2 stratégies typiques existent. La première est de dire qu'on fait du machine learning qui apprend hors contexte opérationnel. Et une fois que le modèle a appris, on le transfère dans les systèmes opérationnels sans qu'il apprenne à nouveau. C'est-à-dire pour les mêmes entrées, il produira toujours les mêmes sorties, ce qui est forcément nécessaire pour les ingénieurs dans la salle quand il s'agit d'analyser des problèmes. Et une autre option est de mettre une couche déterministe en dessus de l'IA, c'est-à-dire que vous avez une IA qui produit certains résultats, et avant que ces résultats soient proposés au contrôleur, ils vont être vérifiés par une couche déterministe qui permet d'éviter les hallucinations et ces choses-là. Eurocontrol travaille sur des concepts comme ça, Eurocae aussi, et c'est des choses qui vont finir par arriver. Sachant que, pour revenir au thème du jour, l'idée doit être et devra nécessairement être de garder l'humain au centre, de lui offrir des outils qui permettent de gérer plus de trafic, qui permettent d'augmenter ses capacités, sans pour autant lui enlever la responsabilité et lui enlever le contrôle finalement, puisque finalement les contrôleurs sont là pour ça. Et l'idée est vraiment d'avoir un contrôleur soutenu par de l'IA, amélioré par de l'IA. Et je faisais un parallèle avec les transpondeurs et le stripping électronique tout à l'heure. Dans un contexte comme celui-là, gérer une panne de l'IA, c'est faisable. Les contrôleurs savent travailler quand un système tombe en panne. Un système qui les soutient et pas un système qui les remplace. Donc du coup, c'est quelque chose qui serait gérable. Vous aurez évidemment une pointe de charge au moment où l'IA tombe en panne, mais c'est des choses que les contrôleurs savent gérer. Un autre aspect où l'IA va probablement, et de nouveau là je regarde un peu dans ma boule de cristal, donc c'est sans garantie comme d'habitude, va probablement avoir un impact, et tous les aspects formation. Si vous avez des coachs virtuels qui augmentent les coachs réels, vous avez un instructeur qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, auquel l'élève peut demander 10 fois de répéter la même chose. Oui, je vois les gens qui rient dans la salle, je sens qu'il y en a qui ont l'habitude d'avoir ces élèves-là. Et la triste réalité, c'est que parfois, ces élèves-là qui ont besoin d'un peu plus de soutien pour devenir contrôleurs, pour passer leur rating, qu'est-ce qui se passe avec eux actuellement? Parfois, ils échouent. Dans une situation où les ressources humaines sont tendues, avoir des coachs disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au moment où l'élève en a besoin, qui en plus, si on pousse l'étape un peu plus loin, sont capables de générer des exercices sur mesure. Vous avez un élève
qui est très très bien en séparation verticale, qui a un peu de problème en radar vectoring, l'IA va s'en rendre compte, va pouvoir générer et créer un exercice spécifiquement pour cet élève-là, ce qui permet d'obtenir plus de taux de réussite et potentiellement plus de contrôleurs. Finalement, n'oublions pas les ATSEP et les IESSA. J'avais la licence ATSEP numéro 3 en Suisse à l'époque où ça a été introduit. Si vous allez vers ces gens-là, ils sont relativement inquiets pour l'instant parce qu'ils voient l'IA arriver et ils savent qu'ils vont avoir besoin de formation, ils vont avoir besoin de transition. J'ai beaucoup discuté de ça avec IFATSEA, qui est l'équivalent d'IFATCA pour les ATSEP. Ils sont nerveux sur ces sujets-là en ce moment, et à juste titre, et ils auront besoin d'accompagnement. C'est absolument nécessaire de leur montrer une image de leur futur dans lequel ils ont une place, en leur disant l'introduction de l'IA ne va pas faire disparaître ton métier, mais elle va le modifier. Et il faut l'accompagner. Pour le contrôleur, c'est un peu moins critique parce que finalement, les outils restent essentiellement les mêmes, il y aura de l'IA dedans. Ce n'est pas le contrôleur qui va devoir aller travailler en profondeur avec les modèles. Par contre, pour les techniciens, c'est vraiment un gros changement. Et donc, n'oublions pas ces personnels-là. En conclusion, l'IA va impacter le contrôle aérien comme elle impacte tous les domaines de la vie de tous les jours. Ça va mettre peut-être un peu plus longtemps pour arriver dans le contrôle aérien, mais ça va arriver. La question, c'est comment? La question, c'est quand? Et ce que je peux vous garantir, c'est que dans 5 à 10 ans, on aura de l'IA dans les systèmes. Ce que je ne peux pas vous dire, c'est qu'est-ce qu'elle fera et comment. Mais restons tournés positivement vers l'avenir. Et à présent, c'est le moment pour vous de gagner 360 grammes de bonheur. Qui a identifié des erreurs dans les images répétitives et qui ne font aucun sens? Ah, j'avais pas vu celle-là, mais elle est bien. Ça vaut un Toblerone. Blanc ou chocolat au lait? Blanc? Ok. Félicitations. Une autre? Pardon? Ils sont tous relativement jeunes et ils sont mélangés. Ok. Ça vaut un Toblerone? Ok. J'avais pensé à d'autres choses. Régulièrement dans les... C'est ça, c'était celui que j'avais, mais il a été donné, je suis désolé. Il y a des images de cockpit. Chaque fois qu'on demande à... J'ai essayé avec différentes IA. Chaque fois qu'on demande un centre de contrôle, vous vous retrouvez avec un horizon artificiel. Et la deuxième à laquelle j'avais pensé, c'est que tous les contrôleurs sont toujours dans des tours. Vous avez des écrans radars dans des tours. C'est extrêmement difficile d'avoir une IA qui génère une image d'un centre de contrôle. Je vous remercie et avec ça, je repasse la parole à Valérie.